On dit que dans les petites villes françaises, tout le monde se connaît. Mais à Saint-André-sur-Loire, un village calme au bord du fleuve, personne n'a jamais oublié l'été 1999. C'était la canicule, l'air tremblait au-dessus des pavés, et les enfants jouaient encore dehors à la tombée de la nuit. Un soir d'août, le docteur Pierre Morel, médecin respecté du village, vit son fils unique, Julien, partir à vélo vers la place centrale. Julien avait 17 ans, un sourire facile, et toute la vie devant lui. Il n'est jamais revenu. La disparition secoua la communauté entière. Les gendarmes fouillèrent les bois, les berges de la Loire, et interrogèrent les voisins. Mais aucune trace. La bicyclette de Julien fut retrouvée appuyée contre le mur de l'ancienne gare, à 2 kilomètres de chez lui. Aucun signe de lutte, aucun témoin fiable. Sa mère, Claire Morel, infirmière à la clinique locale, refusait de croire qu'il était mort. Tant qu'on n'a pas trouvé de corps, il y a de l'espoir, répétait-elle à quiconque osait lui parler. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Le village reprit sa routine, mais l'absence de Julien planait comme un nuage invisible. Pierre continuait ses consultations, mais ses yeux portaient toujours cette fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne pouvait effacer. Claire, elle, gardait la chambre de son fils intacte. Sur le bureau, un livre restait ouvert à la même page depuis ce soir-là. Chaque soir, elle entr'ouvrait la porte, comme si Julien pouvait revenir à tout moment. En 2000, l'enquête fut officiellement classée faute de preuves. Les Morel se retrouvèrent seuls face à leur douleur. Les rares pistes s'étaient évanouies, un inconnu aperçut près de l'ancienne gare, une voiture sombre roulant trop vite sur la départementale, rien de concret. Pierre se plongea dans le travail, Claire dans le silence. Ils se parlaient moins, comme si les mots eux-mêmes rappelaient trop cruellement ce qu'ils avaient perdu. Les années passèrent. Saint-André-sur-Loire changeait peu, les mêmes façades de pierre, la même boulangerie au coin, les mêmes vieux qui jouaient à la pétanque sous les platanes. Mais en 2014, un nouveau bâtiment apparut, un centre administratif moderne, construit sur l'emplacement d'un ancien entrepôt. C'était le genre d'endroit où personne ne s'attendait à trouver quoi que ce soit d'important, jusqu'au matin du 18 mars 2014. Ce matin-là, Sophie Lambert, femme de ménage depuis plus de 20 ans, commençait son service au 3e étage du centre administratif. Elle travaillait seule, avant l'arrivée des employés, aimant le silence matinal et l'odeur du café qui montait de la cafétéria. Alors qu'elle dépoussiérait une étagère, elle remarqua que la grille d'un conduit d'aération pendait, mal fixée. Elle pensa d'abord à la remettre en place, puis sa curiosité prit le dessus. Elle posa son chiffon, s'agenouilla et braqua la lampe de son téléphone dans l'obscurité du conduit. Au milieu de la poussière et des débris, quelque chose refléta la lumière. Sophie tendit la main, effleurant du bout des doigts un objet froid et métallique. Elle le sortit et resta figée, c'était une chaîne en argent, au bout de laquelle pendait un petit pendentif en forme de clé. Une clé gravée avec 3 lettres, JM. Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos. Les initiales lui semblaient étrangement familières. Elle rangea la chaîne dans sa poche et termina son travail, incapable de se concentrer. À la pause de 10 heures, elle montra l'objet à Martine, la réceptionniste du bâtiment. Martine pâlit, ses initiales, ça ne te rappelle pas le garçon qui avait disparu, il y a des années? Julien Morel? Sophie sentit son cœur s'accélérer. Le soir même, Sophie rentra chez elle et se connecta à Internet pour rechercher des articles anciens. Elle tapa « Julien Morel disparition 1999 » et découvrit une photo jaunie, un adolescent souriant, portant autour du cou une chaîne argentée, avec exactement le même pendentif en forme de clé. Sophie resta longtemps devant l'écran, le pendentif dans la main, se demandant comment un objet appartenant à un disparu depuis 15 ans avait pu se retrouver dans un conduit d'aération d'un bâtiment construit en 2008. Le lendemain, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Sophie se rendit chez les Morel, qui vivaient toujours dans la même maison, rue des Tilleuls. Pierre ouvrit la porte, vieilli, amaigri, les yeux méfiants. Quand Sophie tendit la chaîne en disant doucement « Je crois que c'était à Julien », le visage de Pierre se décomposa. Claire, attirée par les voix, apparut derrière lui. En voyant l'objet, elle porta la main à sa bouche et se mit à pleurer. C'était bien la chaîne de leur fils. Pierre Morel tenait la chaîne dans ses mains comme si c'était un morceau vivant de son fils. Où
Où avez-vous trouvé ça? Demanda-t-il, la voix brisée. Sophie expliqua tout, le centre administratif, le conduit d'aération, la grille mal fixée. Claire tremblait, ses larmes coulant sans retenue. Elle caressait le pendentif comme si Julien pouvait sentir son toucher à travers le temps. Pierre, plus réservé, fixait Sophie avec intensité. Vous comprenez que cela change tout? Le couple appela immédiatement la gendarmerie. 2 enquêteurs arrivèrent dans l'heure, prirent des photos et enregistrèrent la déclaration de Sophie. L'objet fut placé dans un sachet transparent, comme une pièce à conviction. L'adjudant-chef Bernard, un homme aux cheveux gris et à la voix grave, demanda « Savez-vous si quelqu'un a eu accès à ce conduit récemment ?» Sophie secoua la tête. À sa connaissance, personne n'avait travaillé sur la ventilation depuis la construction du bâtiment. Pour Pierre et Claire, le simple fait que la chaîne réapparaisse après 15 ans ravivait toutes les questions. Cela veut dire que Julien était là, ou au moins, que quelqu'un a voulu cacher ça là, murmura Claire. Les enquêteurs confirmèrent que le bâtiment n'existait pas en 1999. Ce qui signifiait que le pendentif avait été placé là après la disparition. Mais par qui? Et pourquoi maintenant? Le centre administratif de Saint-André-sur-Loire n'avait rien d'exceptionnel. Des bureaux, des salles de réunion, un parking. Pourtant, l'adjudant Bernard décida de passer chaque recoin au peigne fin. Les techniciens de l'IRKIN arrivèrent avec leurs mallettes, démontèrent le conduit où Sophie avait trouvé la chaîne. À l'intérieur, ils découvrirent des fibres de tissu sombre, un vieux bouton métallique et une tache brunâtre séchée. Ça pourrait être du sang, dit l'un d'eux. Pendant que les analyses commençaient, Sophie rentra chez elle, le cœur lourd. Elle n'avait jamais rencontré Julien, mais en tant que mère, elle comprenait la douleur de Claire. Le soir, elle raconta tout à son mari. « Tu te rends compte, si c'est bien son sang, on va peut-être enfin savoir ce qui lui est arrivé, » dit-elle en rangeant la vaisselle. Mais une question la hantait, si la chaîne avait été placée là exprès, est-ce que la personne qui l'avait mise voulait qu'on la trouve? 2 jours plus tard, les résultats tombèrent, la tache dans le conduit contenait de l'ADN correspondant à Julien Morel, confirmé grâce aux échantillons de ses parents conservés depuis 1999. La nouvelle frappa le village comme une vague glacée. Les Morel furent convoqués à la brigade. L'adjudant Bernard parla avec prudence, « Nous savons maintenant que Julien a été présent dans ce bâtiment, après sa construction. » Claire le fixa, incrédule. « Mais comment? Il avait déjà disparu. » Pierre comprenait les implications. « Cela veut dire que Julien était vivant après 1999, ou qu'on a déplacé ses affaires et son sang ici plus tard, dit-il d'une voix basse. Les enquêteurs penchaient pour la seconde hypothèse, mais rien n'était exclu. Bernard annonça qu'ils allaient reprendre l'enquête à zéro, réinterroger d'anciens témoins et vérifier les entreprises qui avaient travaillé sur le chantier du bâtiment en 2008. En consultant les archives, un nom attira rapidement l'attention, Dubois et Fils Construction, une société locale qui avait remporté le marché de la ventilation. Le patron, André Dubois, était un homme discret, peu bavard, connu pour ses méthodes expéditives sur les chantiers. En 1999, il habitait à seulement 3 rues de la famille Morel. Les gendarmes découvrirent qu'il avait déjà été interrogé à l'époque, car il possédait une camionnette similaire à celle aperçue près de l'ancienne gare. À l'époque, Dubois avait affirmé qu'il dormait chez lui le soir de la disparition, sans alibi solide. L'affaire ayant été classée, personne n'avait insisté. Mais aujourd'hui, la coïncidence paraissait trop grosse. L'adjudant Bernard ordonna une perquisition discrète dans les locaux de l'entreprise. Dans un vieux container rouillé, les enquêteurs mirent la main sur un carton rempli de papier jauni, et une photo pliée en 4 montrant Julien, pris lors d'une fête de village, quelques semaines avant sa disparition. Lorsque Bernard montra la photo à Pierre et Claire, le choc fut immédiat. « Pourquoi cet homme garderait une photo de Julien pendant toutes ces années ?» demanda Claire, blême. Personne n'avait de réponse, mais une chose était sûre, ce cliché, ajouté à la découverte du pendentif et de l'ADN, faisait d'André Dubois le premier suspect sérieux depuis 15 ans. Et au fond d'eux, Pierre et Claire savaient que le cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la gendarmerie convoqua André Dubois pour un entretien informel.
L'homme arriva vêtu d'un bleu de travail taché de peinture, le visage fermé. Assis face à l'adjudant Bernard, il croisa les bras. « Alors, qu'est-ce que vous me reprochez cette fois ?» Bernard garda un ton neutre. « On a retrouvé un objet appartenant à Julien Morel dans un bâtiment que votre société a construit. Vous avez une explication ?» Dubois esquissa un sourire froid. « Je ne choisis pas ce que les gens laissent dans les murs. » Bernard sortit la photo retrouvée dans le conteneur. Dubois la fixa une seconde de trop avant de hausser les épaules. C'était une photo dans une pile de papier. Je l'ai peut-être trouvée sur un chantier. Mais ses mains tremblaient légèrement. L'adjudant nota le détail. Officiellement, Dubois n'était pas encore accusé, mais la coïncidence de son passé et de ses découvertes le plaçait sous surveillance rapprochée. Pendant ce temps, Pierre et Claire vivaient entre espoir et angoisse. Espoir que la vérité soit enfin connue, angoisse de découvrir qu'elle pourrait être insupportable. Chaque fois que le téléphone sonnait, Claire se figeait, redoutant autant qu'elle attendait des nouvelles. Et si Julien avait été retenu quelque part, osa-t-elle demander à Pierre. Il secoua la tête. Après 15 ans, Claire, il faut être prêt à tout. Les analyses continuèrent. Les fibres de tissu trouvées dans le conduit correspondaient à une chemise de coton bleu, similaire à celle que Julien portait le soir de sa disparition. Restait à déterminer comment ces fibres avaient atterri là. Les enquêteurs examinèrent les plans originaux du bâtiment. Curieusement, le conduit où la chaîne avait été découverte n'existait pas dans les premières versions des plans, il avait été ajouté en cours de chantier, en 2008. En interrogeant d'anciens ouvriers, Bernard obtint un témoignage intéressant. Un maçon se souvenait qu'un soir, après la fin du chantier, Dubois et 2 autres hommes étaient restés seuls sur place jusqu'à très tard. Ils avaient l'air nerveux, chuchotaient beaucoup, raconta-t-il. À l'époque, ils n'avaient pas prêté attention, mais aujourd'hui, cela prenait un tout autre sens. La gendarmerie décida alors de fouiller un autre endroit du bâtiment, une pièce technique située au sous-sol, fermée par une vieille porte métallique. L'odeur de renfermé saisit immédiatement les enquêteurs. En soulevant des dalles de béton, ils mirent au jour des traces d'un ciment plus clair, manifestement coulé après coup. Bernard ordonna d'ouvrir cette zone pour prélever des échantillons. Sophie, la femme de ménage, suivait l'affaire dans les journaux. Elle n'aurait jamais imaginé que son geste déclenche tout cela. Un soir, en rentrant des courses, elle remarqua une camionnette blanche garée près de chez elle. À travers le pare-brise, elle crut reconnaître le visage de Dubois. Mais quand elle s'approcha, le véhicule démarra brusquement. Le malaise l'envahit. Était-ce une coïncidence, ou un avertissement silencieux? Bernard, mis au courant, insista pour que Sophie accepte une protection temporaire. Elle refusa d'abord, craignant de bouleverser sa routine. « Ce n'est pas nécessaire, je ne suis qu'une femme de ménage, dit-elle. Mais Bernard répliqua, c'est précisément parce que vous êtes celle qui a tout déclenché que vous êtes vulnérable. Finalement, elle accepta qu'une patrouille passe régulièrement devant chez elle. Les résultats des échantillons de ciment arrivèrent, sous la couche récente, on trouva des traces organiques. Bernard sentit son cœur s'accélérer. Peut-être tenait-il enfin la clé de l'affaire. Mais il restait prudent, on ne tire pas de conclusion avant les analyses ADN, rappela-t-il à son équipe. Les Morel furent informés que des indices importants venaient d'être trouvés. Claire, blême, demanda simplement, est-ce qu'on saura bientôt? En parallèle, l'étau se resserrait autour d'André Dubois. Les preuves indirectes s'accumulaient, et plusieurs anciens employés commençaient à parler. Certains évoquaient un incident, survenu à la fin des années 2000, que Dubois leur avait interdit de mentionner. Un ouvrier affirma même, il disait toujours, ce qui est enterré ne ressort jamais. Cette phrase résonna longtemps dans l'esprit de Bernard. Et si, malgré le temps passé, ce qui avait été enterré s'apprêtait à refaire surface? Le 12 avril 2014, dès l'aube, une équipe spécialisée de la gendarmerie investit le sous-sol du centre administratif. Les bruits sourds des marteaux-piqueurs résonnaient dans l'air humide. Les ouvriers en combinaison blanche travaillaient méthodiquement,
cassant le ciment plus clair découvert quelques jours plus tôt. Pierre et Claire, venus malgré les recommandations, attendaient dans une petite pièce attenante, les mains serrées l'une dans l'autre. Après 2 heures d'effort, un des techniciens appela l'adjudant Bernard. Sous la dalle, au milieu de la terre tassée, un objet métallique apparut, une boucle de ceinture rouillée. En grattant autour, ils mirent au jour des morceaux de tissu en lambeaux. L'air sembla se figer dans la pièce. Bernard s'agenouilla, observant chaque geste des techniciens. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à trouver pourrait briser définitivement les espoirs des Morel. Peu à peu, la silhouette d'un corps émergea de l'ombre du sol. Les os, fragiles, portaient encore des traces de vêtements. Les experts manipulèrent chaque pièce avec une infinie précaution. Bernard se tourna vers Pierre et Claire, « Nous avons retrouvé des restes humains. » Claire porta les mains à son visage, étouffant un sanglot. Pierre, lui, resta immobile, comme figé hors du temps. Le corps fut placé dans un sac mortuaire et transféré immédiatement au laboratoire médico-légal d'Angers. Les gendarmes sécurisèrent la zone, photographiant chaque détail, la disposition des os, les traces dans la terre, la position des objets. Parmi eux, un petit briquet noir gravé des initiales, JM. Pour Bernard, c'était un signe de plus que la vérité était là, enfouie depuis toutes ces années. Les analyses commencèrent le soir même. On compara l'ADN des os avec les prélèvements de Pierre et Claire. 3 jours plus tard, le verdict tomba, il s'agissait bien de Julien Morel. L'annonce plongea le village dans un silence pesant. Les Morel, bien que dévastés, éprouvèrent un étrange mélange de douleur et de soulagement, enfin, leur fils avait été retrouvé. Bernard convoqua André Dubois pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, le ton avait changé. « Nous avons retrouvé le corps de Julien Morel sous le béton du bâtiment que vous avez construit. » Dubois pâlit mais tenta de garder contenance. « Je ne sais pas comment il est arrivé là, » répondit-il. Bernard le fixa longuement, « Vous étiez là en 2008, et vous aviez déjà été cité dans l'enquête de 1999. Ça commence à faire beaucoup, non ?» Face à la pression, Dubois se crispa. « Je veux un avocat », lâcha-t-il. L'interrogatoire fut interrompu. Mais pour Bernard, cette réaction confirmait que Dubois en savait plus qu'il ne le disait. Le parquet décida de le placer en garde à vue prolongée, le temps d'examiner ses anciens chantiers et de retrouver d'éventuelles complicités. Dans le village, les rumeurs couraient. Certains habitants disaient avoir toujours trouvé Dubois louche. D'autres se souvenaient qu'en 1999, il avait mystérieusement arrêté de fréquenter le café du coin après la disparition de Julien. Un ancien voisin affirma même l'avoir vu nettoyer sa camionnette en pleine nuit, 2 jours après les faits. Autant de détails qui, à l'époque, n'avaient pas semblé importants, mais qui prenaient maintenant une dimension inquiétante. Pendant ce temps, Sophie Lambert vivait avec un poids sur la poitrine. Elle savait que si elle n'avait pas trouvé la chaîne, tout serait resté caché. Parfois, en regardant ses enfants, elle se demandait ce qu'elle ferait si l'un d'eux disparaissait. Elle avait conscience d'avoir déclenché un engrenage qui allait probablement mener à un procès retentissant, et peut-être à des représailles. Bernard reçut bientôt les premiers résultats médico-légaux. La fracture au crâne de Julien correspondait à un choc violent avec un objet dur, probablement métallique. La blessure aurait pu être fatale en quelques minutes. Les experts datèrent la mort aux environs de la période de sa disparition en 1999. Cela confirmait une chose, Julien avait été tué bien avant que son corps ne soit enterré dans le sous-sol en 2008. Quelqu'un l'avait conservé ailleurs, pendant presque 9 ans. Pour Bernard, une question dominait désormais toutes les autres, où le corps de Julien avait-il été gardé pendant près de 9 ans. Ce détail glaçait les enquêteurs. Cela signifiait qu'une personne avait non seulement tué Julien, mais avait aussi eu la froideur de conserver son corps avant de s'en débarrasser sous le béton. Le profil psychologique du coupable prenait une dimension bien plus sombre que celle d'un simple meurtrier de circonstance. Les gendarmes épluchèrent les biens immobiliers liés à André Dubois. Outre sa maison, il possédait un ancien hangar à l'extérieur du village, officiellement loué pour stocker du matériel.
En réalité, aucun locataire n'avait jamais été retrouvé, et les factures d'électricité montraient une consommation régulière, même quand le hangar était censé être vide. Bernard ordonna une perquisition immédiate. Lorsque les gendarmes franchirent la porte rouillée du hangar, l'odeur d'humidité et de poussière les frappa. Au fond, une pièce fermée par une porte métallique se distinguait. À l'intérieur, ils trouvèrent un vieux congélateur-coffre, hors d'usage, branché sur une rallonge électrique. À première vue, il contenait seulement des sacs de gravats, mais un expert expliqua que ce type d'appareil pouvait maintenir des températures très basses pendant des années. Des prélèvements furent effectués dans le congélateur. Les analyses révélèrent des traces d'ADN appartenant à Julien Morel, mêlées à des résidus de sang congelé. Bernard comprit que le corps avait été conservé ici avant d'être déplacé en 2008. Cette découverte modifiait complètement la chronologie du crime et prouvait un haut degré de préméditation dans la dissimulation. Pendant sa garde à vue, Dubois nia toujours. N'importe qui pouvait avoir accès à ce hangar, répétait-il. Mais ses relevés bancaires montraient qu'il payait les factures d'électricité du lieu depuis 1999, sans interruption. Confronté à cette preuve, il resta silencieux. Bernard, frustré, se jura de trouver un angle pour briser son mutisme. Les enquêteurs se penchèrent aussi sur l'entourage de Dubois. Deux anciens ouvriers, Frédéric Lemaître et Alain Poirier, avaient travaillé sur plusieurs de ces chantiers entre 1998 et 2008. Tous deux avaient quitté la région depuis, mais leur nom apparaissait dans les registres du centre administratif en 2008. Ils furent convoqués séparément à la brigade. Frédéric Lemaître, nerveux, affirma qu'il ne savait rien, mais ses mains moites et ses réponses évasives trahissaient une inquiétude profonde. C'est Dubois qui s'occupait de tout. Moi, je ne faisais que suivre les ordres, lâcha-t-il à demi-mot. Lorsqu'on lui demanda quels ordres exactement, il détourna les yeux. Vous ne comprenez pas, on ne disait pas non à Dubois. De son côté, Alain Poirier tenta une autre approche, minimiser son rôle. Il reconnut avoir aidé à transporter un gros coffre depuis le hangar jusqu'au chantier en 2008. Dubois lui avait dit que c'était du matériel à jeter. Ce n'est qu'après avoir vu les journaux sur la disparition de Julien qu'il commença à avoir des soupçons. Mais il jura ne pas avoir osé poser de questions par peur de représailles. Bernard savait que l'un de ces deux hommes finirait par céder. Il décida de les confronter indirectement, il laissa filtrer l'information qu'Alain avait déjà commencé à coopérer, espérant que Frédéric craque le premier. Le stratagème fonctionna. Le lendemain, Frédéric demanda à parler. « Je vais tout vous dire, mais vous devez me protéger, déclara-t-il, blême. » Selon Frédéric, Dubois avait attiré Julien dans sa camionnette le soir de sa disparition sous prétexte d'un petit boulot payé en liquide. Une dispute avait éclaté, et Julien s'était effondré après un coup porté avec une barre métallique. Dubois avait ensuite placé le corps dans le congélateur du hangar. Il disait toujours qu'il trouverait le bon moment pour s'en débarrasser, murmura Frédéric. Ce moment était arrivé en 2008, lorsque le centre administratif avait été construit. Frédéric Lemaître, une fois lancé, ne put plus s'arrêter. Il raconta que la nuit du 14 août 1999, Dubois l'avait appelé vers 22 heures pour « donner un coup de main ». Intrigué, il s'était rendu au hangar, où la camionnette de Dubois était garée, portes arrière ouvertes. À l'intérieur, un jeune homme inconscient, le visage en sang. Frédéric comprit immédiatement qu'il s'agissait de Julien Morel, qu'il avait vu plusieurs fois au village. Dubois lui expliqua qu'une altercation avait mal tourné. Julien aurait voulu dénoncer un « arrangement » douteux sur un chantier où Dubois avait économisé sur les matériaux. Il voulait me faire virer des marchés municipaux, aurait-il dit, furieux. Frédéric, terrifié, demanda s'il fallait appeler un médecin. Dubois répondit froidement, « C'est trop tard pour ça ». Ces mots restèrent gravés dans la mémoire de Frédéric. Selon son récit, Dubois avait immédiatement pris les choses en main. Il ordonna de soulever le corps et de le mettre dans le congélateur du hangar. Frédéric, paralysé par la peur, obéit. Julien respirait encore faiblement, mais Dubois affirma qu'il ne passerait pas la nuit.
Aucun secours ne fut appelé. C'est ce moment précis que Bernard qualifia plus tard d'acte qui scellait le crime. Frédéric assura qu'il n'avait pas vu Julien mourir, mais qu'il avait compris, le lendemain, que le jeune homme n'était plus en vie. Dubois lui avait interdit d'en parler, promettant en échange de prendre soin de lui financièrement. Pendant des années, Frédéric reçut des primes et des contrats sans condition. Mais la peur ne le quittait jamais, surtout à chaque fois que l'affaire refaisait surface dans les journaux. Bernard, écoutant attentivement, prit des notes précises. « Donc vous confirmez que le corps a été conservé au hangar de 1999 à 2008 ?» demanda-t-il. Frédéric hocha la tête. « Oui. » Dubois disait qu'il fallait attendre une opportunité, et cette opportunité, c'était le chantier du centre administratif. Ce détail correspondait parfaitement à la chronologie établie par les enquêteurs. Avec cette confession, Bernard disposait désormais d'un témoignage direct reliant Dubois à la mort de Julien et à la dissimulation du corps. Il convoqua aussitôt Alain Poirier pour confronter ses déclarations. Face à la version de Frédéric, Alain céda rapidement. « Oui, j'étais là aussi cette nuit-là, mais je n'ai pas frappé le gamin. C'est Dubois qui l'a fait, admit-il, la voix tremblante. » Alain ajouta un détail que Frédéric avait omis. Julien était monté volontairement dans la camionnette, croyant se rendre à un chantier pour un petit travail nocturne. Dubois avait même parlé d'un « dépannage urgent, payé double ». Le piège avait été tendu dès le départ. Pour Bernard, cela démontrait que Dubois avait agi avec préméditation, ou au moins avec une intention claire de contrôler la situation. Les gendarmes interrogèrent de nouveau Dubois avec ces nouveaux éléments. Cette fois, face aux deux témoignages concordants et aux preuves matérielles, il resta silencieux pendant de longues minutes, puis lâcha « Je n'ai jamais voulu le tuer ». Mais il admit avoir frappé Julien, pour le faire taire, après que celui-ci l'eut menacé de tout raconter à son père. Pour Pierre et Claire Morel, apprendre ces détails fut un choc d'une violence inouïe. Claire s'effondra en larmes en entendant que Julien avait passé ses dernières heures dans un hangar glacial, privé de toute aide. Pierre, lui, serra les poings, les yeux fixés dans le vide. Il aurait pu vivre, il aurait pu être soigné, murmura-t-il, la voix brisée. Bernard savait que l'enquête approchait de son point culminant. Restait à déterminer si d'autres personnes avaient participé à la décision de garder le corps caché si longtemps. Car pour couler du béton sur un cadavre en 2008, il fallait des complicités, et peut-être même l'aval tacite de responsables municipaux. Et ça, c'était une autre bataille à mener. Avec les aveux partiels de Dubois et les témoignages de Frédéric et Alain, Bernard savait qu'il tenait la base du dossier. Mais il manquait encore la partie la plus délicate, comprendre comment un corps avait pu être enterré dans un bâtiment public sans que personne ne s'en aperçoive. Cela supposait des complicités à des niveaux supérieurs, probablement au sein de la mairie ou des services techniques. Il commença par interroger l'ancien chef de chantier municipal, Gérard Martel. D'abord sur la défensive, Martel affirma que tout avait été fait dans les règles, lors de la construction du centre administratif. Mais lorsque Bernard évoqua la coulée de béton supplémentaire, Martel détourna le regard. Parfois, on ferme les yeux, pour ne pas avoir d'ennui, lâcha-t-il finalement. Sous pression, Martel admit qu'il avait autorisé Dubois à travailler seul dans le sous-sol un soir, à la fin du chantier, en échange d'une enveloppe en liquide. Il n'avait pas demandé ce qu'il faisait, mais avait compris plus tard qu'il valait mieux ne jamais poser de questions. Cette révélation confirmait qu'il y avait eu corruption pour permettre l'enterrement du corps. Bernard fouilla dans les archives de la mairie et découvrit que Dubois avait remporté plusieurs marchés publics depuis 2000, toujours avec des offres légèrement inférieures à la concurrence. Les signatures validant les contrats revenaient souvent au même adjoint au maire, Paul Vanier, un homme au sourire affable mais à la réputation de magouilleur. Lors de son audition, Vanier nia toute malversation. Mais confronté à des virements suspects vers son compte personnel en 2008, il perdit son assurance. D'accord. Dubois m'a payé pour faciliter certaines démarches. Mais je ne savais rien pour le corps. Bernard nota soigneusement la phrase, elle ne niait pas la corruption, seulement la connaissance du crime. Pour Pierre et Claire,
Ces révélations sur la collusion entre Dubois et certains élus ajoutaient un sentiment de trahison à leur douleur. Ce n'est pas seulement un homme qui a tué notre fils, c'est tout un système qui a permis que cela reste caché, dit Pierre à la presse locale. Sa voix tremblait, mais son regard restait ferme. Dans le village, le climat devint tendu. Certains habitants évitaient de parler de l'affaire en public, craignant que d'autres non respectés ne soient impliqués. D'autres, au contraire, réclamaient que tout soit mis au jour. Une réunion municipale exceptionnelle fut convoquée, et Bernard y assista pour rappeler que l'enquête visait aussi à comprendre comment un tel silence avait pu durer 15 ans. Pendant ce temps, Sophie Lambert recevait des lettres anonymes lui intimant de « se taire » et de « laisser le passer où il est ». La police soupçonnait des proches de Dubois ou de ses anciens employés. Sophie, effrayée mais déterminée, décida de rendre ses lettres publiques. « Si quelque chose m'arrive, tout le monde saura pourquoi », déclara-t-elle à un journaliste. Les analyses financières révélèrent que Dubois avait distribué de petites sommes à plusieurs ouvriers et fonctionnaires municipaux en 2008. Tous affirmaient qu'il s'agissait de primes, pour services rendus, mais les dates correspondaient étrangement aux nuits où le sous-sol avait été coulé. Pour Bernard, ces paiements étaient autant de maillons dans la chaîne du silence. L'enquête prit alors une nouvelle tournure, il ne s'agissait plus seulement de juger Dubois pour meurtre, mais aussi de poursuivre en justice tous ceux qui avaient participé à la dissimulation. Bernard savait que chaque pas rapprochait les Morel de la vérité complète, mais que chaque nouvelle révélation élargissait le scandale bien au-delà de leur village. Le 4 mai 2014, à l'aube, la gendarmerie lança une série de perquisitions simultanées. Dubois fut extrait de sa cellule pour assister à la fouille de sa maison. Les gendarmes passèrent chaque pièce au crible, retournant les matelas, ouvrant les planchers. Dans un tiroir de son bureau, ils découvrirent un carnet noir, usé par le temps, rempli de noms, de dates et de sommes d'argent. Ce carnet s'avéra être un registre officieux des services, rendu par Dubois à divers interlocuteurs. On y trouvait les initiales de plusieurs employés municipaux, des entrepreneurs, et même un ancien policier à la retraite. Bernard comprit que ce document était une bombe à retardement capable d'impliquer bien plus de monde que prévu. En recoupant les dates, les enquêteurs remarquèrent que certaines correspondances coïncidaient avec les étapes de la construction du centre administratif. Les initiales, GM, revenaient plusieurs fois, assorties de montants en liquide. Elles correspondaient à Gérard Martel, l'ancien chef de chantier municipal qui avait déjà avoué avoir fermé les yeux. Martel fut arrêté et placé en garde à vue. Cette fois, il craqua en moins de 2 heures. « Oui, j'ai su pour le corps, pas dès le début, mais assez tôt pour l'empêcher. Je ne l'ai pas fait. » Il expliqua que Dubois l'avait menacé de révéler une affaire de détournement de matériaux sur un autre chantier si jamais il parlait. La peur avait dicté son silence. Pendant ce temps, Pierre et Claire suivaient chaque étape dans les journaux. Leurs visages étaient désormais connus dans toute la région. Certains les soutenaient ouvertement, d'autres murmuraient qu'ils remuaient trop le passé. Mais Pierre répondait toujours la même chose, ce n'est pas du passé tant que justice n'a pas été rendue. Le parquet annonça officiellement que l'affaire ne concernait plus seulement un meurtre, mais un réseau de corruption et de dissimulation criminelle. 3 mandats d'arrêt supplémentaires furent délivrés contre d'anciens employés de Dubois. Les gendarmes savaient que l'effet domino avait commencé, et que chaque arrestation risquait d'en provoquer d'autres. Sophie Lambert, elle, continuait de travailler au centre administratif. Mais désormais, elle croisait chaque matin des regards lourds, parfois hostiles. Un collègue lui glissa même « Tu as détruit des familles, tu sais ?» Elle rentra chez elle bouleversée, mais son mari lui rappela « Ce n'est pas toi qui les as détruites. C'est la vérité qui les met face à leurs actes. » Lors d'un nouvel interrogatoire, Dubois sembla enfin accepter que le mur se fissurait de toutes parts. « Vous croyez que je suis le seul à avoir du sang sur les mains ?» lança-t-il à Bernard. « Si je tombe, d'autres tombent avec moi. » Cette phrase confirma à l'adjudant que l'affaire n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Les médias nationaux commencèrent à s'intéresser à l'histoire. Des équipes de télévision débarquèrent à Saint-André-sur-Loire, interviewant habitants et élus. L'image du petit village tranquille volait en éclats.
Pour la première fois, Pierre et Claire acceptèrent une interview filmée, affirmant qu'ils iraient jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Le soir même, alors que Bernard relisait le carnet noir, il remarqua une mention intrigante, livraison spéciale 14 août 99 payé cash. Aucune initiale, mais un montant élevé. Était-ce la trace du soir où tout avait commencé? L'adjudant sut qu'il tenait là un fil à tirer, et que ce fil pouvait peut-être mener à l'identité d'un commanditaire inattendu. En examinant le carnet noir plus attentivement, Bernard demanda à un analyste financier de recouper le montant de la livraison spéciale avec les comptes bancaires connus. Après plusieurs jours, la piste mena vers une société écran basée à Nantes, qui servait à transiter des fonds entre plusieurs acteurs du bâtiment. Derrière cette société, un nom surgit, Henri Delorme, un entrepreneur influent de la région. Delorme n'était pas un inconnu. Ancien associé de Dubois, il avait quitté Saint-André-sur-Loire peu après la disparition de Julien, officiellement pour raisons personnelles. Mais selon certains témoignages, lui et Dubois s'étaient disputés violemment peu de temps avant cet été-là. Bernard soupçonna rapidement que leur querelle pouvait avoir un lien avec l'affaire. En 1999, Delorme était en compétition avec Pierre Morel pour un projet immobilier majeur. Julien, qui aidait parfois son père, avait entendu des conversations impliquant Delorme et des irrégularités dans les appels d'offres. C'est ce qu'expliqua Frédéric Lemaître lors d'un nouvel entretien. Dubois m'a dit que c'était Delorme qui voulait se débarrasser du gamin, mais que lui s'était chargé du sale boulot. Cette révélation changea tout. Bernard demanda au parquet l'autorisation de placer Delorme sous surveillance. L'homme vivait désormais dans une grande villa en périphérie de Nantes, menait un train de vie confortable et semblait intouchable. Mais les mouvements financiers entre 1999 et 2000 révélaient plusieurs retraits importants en liquide, dont un, précisément, le 13 août 1999. Pierre Morel, mis au courant de ce nouveau nom, sentit la colère monter. Donc tout ça, ce n'était pas juste un accident? Bernard resta prudent, nous devons prouver qu'il a donné l'ordre ou payé pour que Dubois agisse. Mais intérieurement, l'adjudant savait qu'ils étaient proches de comprendre la véritable origine du drame. Une perquisition fut ordonnée chez Delorme. Les gendarmes y trouvèrent peu de documents incriminants, mais un coffre-fort contenait une enveloppe avec d'anciennes coupures de presse sur la disparition de Julien, ainsi que des photos du jeune homme prises à distance, apparemment à son insu. Ce détail glaça Bernard, Delorme semblait avoir surveillé Julien avant le drame. Confronté à ces preuves, Delorme adopta une attitude méprisante. « Vous n'avez rien contre moi, juste des vieilles histoires. » Dubois était un impulsif, c'est tout. Mais Bernard nota chaque mot, convaincu que cette arrogance finirait par se retourner contre lui. L'étau judiciaire se resserrait lentement mais sûrement. Pendant ce temps, Claire Morel se replongea dans ses souvenirs. Elle se rappela qu'en août 1999, Julien lui avait dit être « inquiet pour papa » après avoir vu un inconnu lui parler avec insistance devant la mairie. À l'époque, elle n'avait pas insisté, pensant à un simple différend professionnel. Aujourd'hui, ce détail prenait une signification sinistre. Bernard organisa alors une confrontation entre Dubois et Delorme. Assis face à face, les deux hommes se toisaient en silence. Dubois finit par lâcher, « Dis-lui la vérité, Henri. Dis-lui qui t'a payé ce soir-là. » Delorme répondit par un rictus et garda le silence. Mais ce silence, devant témoins, suffisait à alimenter le soupçon public. L'adjudant savait que la dernière étape serait la plus difficile, relier Delorme à la livraison spéciale du carnet noir par des preuves irréfutables. Mais il était convaincu qu'en mettant la pression sur les complices encore libres, quelqu'un finirait par craquer. Et cette fois, le commanditaire ne pourrait plus se cacher derrière ces murs de béton et d'argent. Après des mois d'enquête, Bernard et son équipe réunirent enfin assez de preuves pour inculper non seulement André Dubois pour meurtre et dissimulation de cadavres, mais aussi Henri Delorme pour complicité et subornation de témoins. Le parquet annonça officiellement la tenue d'un procès aux assises, prévu pour l'automne 2015. La nouvelle fit l'effet d'un coup de tonnerre dans la région. Dans le village, les réactions furent partagées.
Certains craignaient que cette affaire ternisse définitivement l'image de Saint-André-sur-Loire, d'autres saluaient le courage des Morel et de Bernard. Des familles coupaient tout contact avec celles impliquées. Les cafés bruissaient de conversations à voix basse, et les regards se faisaient lourds lors des marchés du dimanche. Pierre et Claire, malgré la douleur, décidèrent d'assister à chaque jour du procès. Nous devons regarder la vérité en face, même si elle fait mal, expliqua Pierre au journaliste. Claire, plus discrète, préparait dans son sac un petit cadre avec la photo de Julien, qu'elle poserait devant elle dans la salle d'audience. Le premier jour, la tension était palpable. Dubois, vêtu d'un costume sombre, gardait la tête basse. Delorme, en revanche, entra dans le box le menton relevé, défiant presque le regard du public. Bernard, assis parmi les témoins, observait chacun de leurs gestes, à l'affût de la moindre fissure dans leur masque. Les témoignages de Frédéric Lemaître et d'Alain Poirier furent décisifs. Devant la cour, ils racontèrent en détail la nuit du 14 août 1999, le coup porté, le congélateur, et enfin l'enterrement sous le centre administratif. Leurs voix tremblaient, mais leurs récits concordaient parfaitement, renforçant la crédibilité de l'accusation. Vint ensuite la présentation du carnet noir. Les jurés purent voir de leurs propres yeux la mention « Livraison spéciale 14 août 99 payée cash » et les preuves reliant cette somme à Delorme. L'avocat général insista sur la préméditation et la volonté de faire taire Julien pour protéger des affaires illégales. Delorme tenta une dernière défense, ce carnet ne prouve rien. Dubois a toujours été un menteur. Mais l'accumulation des éléments matériels photos, virements, témoignages rendait sa position de plus en plus intenable. Même certains de ses anciens alliés, cités comme témoins, prirent leur distance. Après 3 semaines de débats, le verdict tomba, André Dubois fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Henri Delorme écopa de 30 ans de réclusion pour complicité de meurtre et corruption. Plusieurs anciens employés municipaux reçurent des peines allant de 2 à 5 ans pour dissimulation et corruption passive. Pour Pierre et Claire, ce verdict apporta un soulagement amer. Julien ne reviendrait jamais, mais la vérité avait enfin éclaté. En sortant du tribunal, Claire déclara simplement « Il pourra reposer en paix maintenant ». Pierre, lui, serra la main de Bernard, les yeux humides, merci de ne jamais avoir lâché. Dans les mois qui suivirent, Saint-André-sur-Loire tenta de retrouver une vie normale. Le centre administratif fut rebaptisé en mémoire de Julien Morel, et une plaque fut apposée à l'entrée. Sophie Lambert continua son travail, mais chaque fois qu'elle passait devant cette plaque, elle se souvenait que tout avait commencé par une simple chaîne trouvée dans la poussière, et qu'un secret de 15 ans avait fini par voir la lumière. 6 mois après le procès, l'hiver recouvrait Saint-André-sur-Loire d'un voile gris. Les rues semblaient plus calmes, presque méfiantes. Le centre administratif, rebaptisé « Maison Julien Morel », avait été repeint et illuminé. Pourtant, pour beaucoup, il restait un lieu marqué par la mémoire du crime. Les visiteurs s'arrêtaient parfois devant la plaque commémorative, en silence, avant de poursuivre leur chemin. Pierre et Claire avaient tenté de reprendre un semblant de routine. Pierre s'occupait de son petit atelier de menuiserie, mais ses gestes étaient plus lents, comme s'il portait un poids invisible. Claire, elle, s'était engagée dans une association d'aide aux familles de disparus. Leur maison, autrefois remplie de rires, demeurait silencieuse, mais les photos de Julien semblaient désormais briller d'une lumière apaisée. Bernard, après l'affaire, avait été promu à un poste de coordination régionale. Mais il gardait en lui une fatigue profonde. Certains soirs, il repensait au hangar, au congélateur, au carnet noir. Il savait qu'il avait bouclé un dossier exceptionnel, mais aussi que d'autres histoires semblables restaient enfouies quelque part. Ce sentiment le hantait. Sophie Lambert continuait son travail de femme de ménage au centre administratif. Elle passait souvent devant le couloir où elle avait trouvé la chaîne, et chaque fois, elle ressentait un frisson. Les lettres anonymes avaient cessé, mais elle vivait encore avec la sensation d'être observée. Parfois, en rentrant chez elle, elle croyait voir une silhouette disparaître au coin de la rue. Un jour de février, Sophie trouva dans son casier un petit mot plié,
merci d'avoir parlé. Il n'était pas signé. Elle ne sut jamais s'il venait d'un habitant reconnaissant ou d'un ancien complice cherchant à la déstabiliser. Elle le garda quand même, comme un rappel que son geste avait eu un impact immense. Au printemps, une journaliste parisienne vint à Saint-André-sur-Loire pour écrire un livre sur l'affaire. Elle rencontra Pierre, Claire, Bernard, et même Sophie. Mais certains habitants refusèrent de parler, craignant que les vieilles blessures ne se rouvrent. Assez de scandales, disait l'un. On ne veut plus de caméras ici, ajoutait un autre. Bernard accepta néanmoins de raconter certains aspects jamais publiés. Il évoqua une piste non résolue, dans le carnet noir, un autre paiement important, daté de 2001, resté inexpliqué. Il soupçonnait que Dubois ou Delorme ait pu être lié à une affaire similaire dans un village voisin. Mais faute de preuves, ce mystère demeurait. Pierre, de son côté, prit la parole lors d'une conférence sur la corruption dans les marchés publics. Il parla calmement, mais avec fermeté, de ce que sa famille avait vécu. À la fin, plusieurs personnes vinrent le voir, certaines en larmes. « Vous avez donné une voix à ceux qui n'osent pas », lui dit une femme. Claire trouva un certain réconfort dans l'association qu'elle avait rejointe. Elle accompagna d'autres parents pendant leurs recherches, parfois même jusqu'au commissariat. Elle savait que toutes les affaires ne se terminaient pas avec un verdict, et elle répétait souvent, même la vérité la plus dure vaut mieux que l'attente éternelle. Sophie, quant à elle, reçut une proposition inattendue, travailler comme assistante dans l'association de Claire. Après quelques hésitations, elle accepta. Elle quitta donc son poste au centre administratif, laissant derrière elle les couloirs où tout avait commencé. « Je préfère nettoyer des vies plutôt que des sols », plaisanta-t-elle un jour. Deuxième partie de l'épilogue. Les traces invisibles. Dubois, en prison, restait un détenu silencieux. Ses avocats avaient tenté plusieurs recours, tous rejetés. Certains gardiens rapportaient qu'il passait des heures à fixer le mur, comme s'il revivait sans cesse la nuit du 14 août 1999. D'autres affirmaient qu'il écrivait dans un carnet, mais personne ne savait ce qu'il contenait. Delorme, lui, avait choisi une autre stratégie, il dictait ses mémoires à un journaliste complaisant, prétendant être la victime d'un complot. Dans ses écrits, il minimisait son rôle et accusait Dubois d'avoir tout inventé. Le livre, publié l'année suivante, fit scandale, mais ne changea rien à sa condamnation. Le village, malgré tout, commença lentement à se reconstruire. De nouveaux habitants arrivèrent, ignorant parfois l'histoire sombre des lieux. Les anciens, eux, restaient prudents dans leurs confidences. Ici, on sait que les murs peuvent parler, même après des années, disait un vieil homme au marché. Bernard reçut un jour une lettre anonyme, postée de loin. À l'intérieur, juste une phrase, ce n'était pas le seul. Aucune explication, aucun nom. Il hésita à rouvrir un dossier, mais sans éléments concrets, il rangea la lettre dans un tiroir, se promettant de ne pas l'oublier. Pierre et Claire plantèrent un cerisier dans leur jardin, à la mémoire de Julien. Chaque printemps, il se couvrait de fleurs blanches. Pour eux, c'était un symbole, même après l'hiver le plus long, la vie pouvait renaître. Les voisins venaient parfois admirer l'arbre, en silence. Sophie, dans sa nouvelle vie, découvrit qu'elle avait un vrai talent pour écouter. Elle devenait une présence rassurante pour les familles en détresse. Un soir, en rentrant, elle croisa un jeune homme qui lui dit timidement « Vous ne me connaissez pas, mais grâce à vous, ma sœur a été retrouvée. » Ces mots suffirent à lui redonner courage. La journaliste parisienne publia enfin son livre. Le chapitre final parlait moins du crime que de la résilience des habitants. Elle y décrivait Saint-André-sur-Loire comme « un village qui a appris à regarder ses fantômes en face ». Le livre reçut un accueil chaleureux et fut même adapté en documentaire. Bernard assista à l'avant-première du film. Sur l'écran, il se vit plus jeune, fatigué, mais déterminé. Il sentit une émotion étrange, la fierté mêlée à la mélancolie. Après la projection, il alla serrer la main de Pierre et Claire. Aucun mot n'était nécessaire. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur les toits du village, Pierre s'assit sur le banc face à la plaque commémorative.
Il resta là longtemps, à écouter les bruits familiers, le clocher, les rires d'enfants, le vent dans les arbres. Pour la première fois depuis 15 ans, il ressentit une paix véritable. Et quelque part, dans le silence qui suivit, chacun sut que l'histoire de Julien Morel ne serait jamais oubliée. Non pas seulement pour le crime qu'il avait emporté, mais pour la lumière qu'il avait laissée derrière lui. Une lumière que ni le béton, ni le mensonge, ni le temps n'avaient pu éteindre.